La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 17 avril 2024. Il s'appelle ce matin « La marge de manœuvre de la Fed se réduit ». Les marchés boursiers restent dans le dur avec l'évaporation des espoirs de baisse des taux directeurs à court terme aux États-Unis. Les résultats d'entreprise parviendront-ils à rallumer la flamme? United Health a contribué à aider Wall Street hier, tandis que LVMH a confirmé que le marché du luxe patine, sans pour autant décevoir totalement les investisseurs, comme nous allons le voir un petit peu après. Avec 5 baisses en 6 séances au compteur, dont la dernière hier est assez marquée, le CAC 40 français illustre bien les doutes qui ont assailli les marchés financiers au mois d'avril. Toute la construction sur la baisse des taux aux États-Unis est en train de se casser la figure, et ce n'est pas moi qui le dis, sinon vous pourriez nourrir de sérieux doutes dans la mesure où je n'ai aucun diplôme de banquier central. Non, celui qui le dit, c'est Jérôme Powell, le chef de l'axe monétaire du bien. En tout cas, c'est ce qui est inscrit sur ses cartes de visite. On va parler de cette déclaration de Jérôme Powell un petit peu après, parce que c'est l'un des deux exemples que je veux vous présenter aujourd'hui pour illustrer le fait qu'il faut se méfier des réactions immédiates en bourse. Mais je vais commencer avec mon premier exemple, les ventes de LVMH au premier trimestre. La publication était très attendue, en particulier en France, parce que le destin du CAC 40 lui est intimement lié. D'abord parce que LVMH est sa première pondération, ensuite parce que la société a l'habitude de publier dès le début de la saison trimestrielle, donc c'est un bon baromètre, et enfin parce que le secteur pèse lourd, très lourd au-delà de LVMH dans les indices européens. Le groupe dirigé par Bernard Arnault a vu son chiffre d'affaires baisser de 2% au premier trimestre, même si à périmètre et change constant, les ventes progressent de 3%. Les boissons alcoolisées et les montres de luxe font grise mine et la très scrutée division mode et maroquinerie se contente d'une hausse de 2% en données constantes. Ce sont des performances très modestes au vu de l'historique de la société. Elles confirment les signaux envoyés par d'autres acteurs, notamment le vilain petit canard du secteur Kering. On le voit, le luxe est clairement dans une phase de non-croissance. La première réaction à ces chiffres a été assez logiquement une baisse du titre peu avant 18h hier soir sur les plateformes d'échange hors marché et sur l'OTC américain où sont cotés quelques titres européens. Notez bien que le marché libre américain est assez pratique pour jauger de la performance des actions européennes hors marché, dans la mesure où il cote en dehors des horaires du vieux continent. Donc 2 ou 3 minutes après la publication de LVMH, on était environ à moins 2,5%, mais peu après, le titre s'est redressé pour finir dans le vert. On était à plus 1,5% sur l'OTC américain hier soir et à plus 1,8% sur les plateformes européennes. Donc pour résumer, la publication de LVMH n'est pas folle, mais les analystes lui accordent le bénéfice du doute, on ne prête qu'aux riches. La plupart des notes que j'ai pu consulter sont du genre « c'est pas terrible, mais ça aurait pu être pire ». Bernstein par exemple dit « les résultats du premier trimestre 2024 sont globalement corrects, même si un peu courts sur mode et maroquinerie ». Du côté de Jefferies, on titre « c'est bien dans l'absolu, mais c'est encore flou dans le relatif ». Donc, dans le cas de LVMH, la première réaction négative, plutôt légitime vu la tête des chiffres, a été balayée au profit d'une approche plus mesurée, même si je suppute qu'il y a une part de mensuétude de la part du marché parce que le groupe de luxe a déjà prouvé qu'il a du répondant. Autre illustration d'interprétation fluctuante, c'est mon second exemple, donc le discours prononcé par Jérôme Powell hier peu après 19h. Je vais commencer par une avance rapide avant de revenir dessus pour préciser le déroulement de la séance aux États-Unis. Après 2 journées de baisse marquée, la bourse de New York était encore nerveuse. Hier, le S&P 500 a oscillé entre le vert et le rouge pendant une bonne partie de la journée. Ça, c'est quand même le signe que les baissiers ont gardé la main puisque les tentatives de rebond envisageables après une contraction marquée de l'indice ont été étouffées dans l'œuf. Mais bon, dans ce contexte, le patron de la Fed a communiqué dans le registre des faucons, c'est-à-dire en faveur d'une politique monétaire plus stricte que ce que le marché prévoyait il y a encore peu de temps. En gros, il a expliqué que les baisses de taux de la Fed pourraient être retardées si l'inflation ne baisse pas, tout en soulignant qu'il n'y a pas beaucoup eu de progrès sur la baisse des prix. Alors là, pas besoin d'être extra lucide pour croiser les deux informations et en conclure que le plan ne se déroule pas exactement comme la Banque centrale l'avait prévu. Et a fortiori comme le marché l'avait prévu, lui qui est structurellement plus optimiste que la Fed. Par conséquent, la première réaction épidermique du marché a été de reculer, ce qui est logique puisque l'assouplissement monétaire des États-Unis a l'air d'être repoussé au calende grec. Puis les indices ont commencé à faire le yo-yo et le bilan final n'est pas si catastrophique. Le S&P 500 a quand même clôturé pour la 3e fois consécutive dans le rouge, mais seulement de 0,2%. Le Dow Jones et le Nasdaq 100, eux, se sont même permis de finir symboliquement dans le vert. Pour le Dow Jones, c'est pas vraiment du jeu parce que sa plus forte pondération, United Health, s'est envolée de 5%. L'assureur santé américain a publié des résultats étonnamment robustes, et là je vous rappelle que le plus vieil indice de Wall Street est assez archaïque dans son fonctionnement. Il est pondéré par le prix des actions et pas par leur capitalisation. Ainsi, United Health, dont l'action affiche le cours le plus élevé du Dow Jones, en l'occurrence $469 depuis hier, a beaucoup plus d'influence qu'Apple par exemple, qui n'a qu'un cours de $169.
alors évidemment que la capitalisation du groupe technologique est de 2667 milliards de dollars, c'est 6,5 fois plus que celle de l'assureur. Du côté du Nasdaq 100, c'est plus basique, c'est un retour des investisseurs sur les semi-conducteurs qui a permis de sauver les meubles alors que Tesla et Apple ont continué à souffrir. Dans le reste de l'actualité du jour, la Chine continue à s'agiter pour rassurer les investisseurs avec un succès assez mitigé. Le régulateur de marché a dû faire une mise au point après ses déclarations précédentes. Il a précisé que le resserrement des règles de cotation annoncées dernièrement ne visait qu'à faire le ménage dans les sociétés zombies et pas à radier de la cote un maximum d'entreprises. En effet, suite aux annonces initiales, les indices de petite capitalisation chinoise s'étaient effondrés. Ils ont perdu 11% en 2 séances en craignant une purge élargie. Et ça, c'est un très bon enseignement. En Chine comme ailleurs, les politiques à la petite semaine ne font qu'amplifier la confusion. Du côté du baril de pétrole, on s'est un peu assagi alors que les tensions au Proche-Orient sont en décrue relative. Les efforts diplomatiques pour favoriser la désescalade entre l'Iran et Israël semblent pour l'heure porter leurs fruits, même si personne n'a de certitude quant aux intentions des belligérants. Enfin, on compte beaucoup de résultats d'entreprise aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Je vais détailler ça dans la seconde partie. Du côté des marchés d'Asie-Pacifique, ce matin, on reste prudent, même si des touches de vert sont apparues ça et là. La Chine continentale reprend 0,5%, pendant que Taïwan rebondit de 1,2% après une séance assez difficile hier. L'Australie grappille 0,1% en clôture. On reste dans le rouge clair en Corée du Sud, en Inde et à Hong Kong, et à Tokyo, le Nikkei 225 perd encore 0,5%, là aussi pour une 5e séance de baisse en 6 journées. Les indicateurs avancés européens, eux, pointent vers un rebond dans des marchés qui restent pourtant nerveux. On passe à l'actu des sociétés. En France, on a eu les résultats de De Richebourg, d'Esker, de LVMH ou encore de Virbac. Il y a aussi des valeurs moyennes comme Thermador, Sidetrade, la Française des Jeux, Orapi, E-Tech Pro, Gascogne, WeAccess, Carmila, Spinway ou encore Marie Brisa. Le trafic aéroport de Vinci a progressé de 12,4% au premier trimestre et du côté d'Aéroport de Paris, on a enregistré un trafic en hausse de 10,1% pour le seul mois de mars. Plastic Omnium a inauguré une nouvelle usine à Austin. Tour Eiffel a conclu un financement de 90 millions d'euros indexé sur des objectifs ESG. Et la société de biotechnologie Ose Immunothérapeutique s'annonce l'entrée en vigueur de la licence mondiale pour développer un anticorps monoclonal innovant dans le traitement de l'inflammation chronique. Par ailleurs, Medincell a signé un accord de co-développement et de licence avec AbbVie pour développer une nouvelle génération de traitements injectables à action prolongée. À l'international, du côté des résultats, je vais détailler un petit peu plus. Adidas relève sa prévision de résultats opérationnels 2024. Continental a publié des chiffres préliminaires pour le premier trimestre inférieurs aux attentes du marché. ASML a déçu sur ses commandes après la publication de ses résultats. On a GB Hunt qui perdait 6% hors séance aux États-Unis après ses trimestriels et Rio Tinto qui déçoit avec des expéditions de minerais de fer en baisse de 5% au premier trimestre. Côté actu des sociétés en Europe, les nouvelles mesures proposées par Lufthansa concernant une prise de participation dans ITA Airways ne sont pas très différentes de celles présentées précédemment et qui avaient été rejetées par l'UE selon plusieurs sources. Galenica a placé un emprunt obligataire de 100 millions de francs. Du côté des deux Amériques, Morgan Stanley va supprimer une 50aine d'emplois dans sa banque d'investissement en Asie-Pacifique. Take-Two va réduire de 5% ses effectifs. Vale annonce une croissance de 6% de sa production de minerais de fer au premier trimestre. Et les résultats du premier trimestre d'America Mobile baissent en raison de la vigueur du peso et des ventes des antennes relais en 2023. Du côté de l'Asie-Pacifique, on a BYD qui dévoile 3 nouveaux modèles pour sa gamme de véhicules tout-terrain. Côté agenda des publications du jour, Abbott, ASML, BHP, Rio Tinto, AB Volvo, Antofagasta, Prologis, Travelers et Las Vegas Sands sont sur les tablettes. Voilà, c'est terminé pour ce matin. Bonne journée à toutes et à tous.